Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Samakeshek Omar et je suis en Master 1 à l'IDSI, International Data Science Institute, une école qui est au sein de l'INPHB. Je fais une filière en sécurité, cybersécurité et intelligence artificielle. Donc aujourd'hui, nous venons pour le deuxième challenge de la vidéo. C'est de chercher à avoir un accès non autorisé sur cette machine qui est là. Voilà, chercher à avoir un accès non autorisé sur cette machine qui est là, à travers son adresse IP qu'on a ici. Donc sans plus tarder, on va copier l'adresse IP et on va ouvrir un terminal. Se mettre en super utilisateur afin d'avoir tout le droit sur notre propre machine. Et on va faire un ping sur l'adresse IP pour voir si l'adresse IP répond, si on arrive à communiquer avec la machine. Et on voit que on arrive à communiquer avec la machine. On a 5 paquets reçus, on a envoyé 5 paquets, on a reçu 5 paquets. Donc on nettoie et on va chercher à voir les ports qui sont ouverts sur cette machine là. Voilà, comme on l'a dit dans la vidéo précédente, c'est toujours un début. On commence toujours par voir s'il y a des ports qui sont ouverts sur cette machine là. Et s'il y a des ports qui sont ouverts, l'idée c'est de chercher à savoir quelles sont les versions de ces ports ouverts là. Est-ce que ce sont pas des est-ce que ces versions là ne sont pas vulnérables? Si oui, est-ce qu'on peut trouver des CVE, c'est-à-dire des vulnérabilités publiques sur internet? Et si oui, est-ce qu'on peut exploiter ces vulnérabilités là? Si on a pu faire ça en gros, c'est-à-dire on pourra dire que on a trouvé une vulnérabilité sur cette machine là. Si on n'a pas pu trouver une vulnérabilité à partir des ports ouverts, on va chercher une autre méthode. Et donc on fait un Nmap pour nous permettre de pouvoir trouver. C'est un scanner de vulnérabilité. Bon, c'est un scanner de ports. Nous pouvons pouvoir trouver les ports qui sont ouverts sur cette machine. Il a d'autres fonctions. Il permet aussi de pouvoir trouver des vulnérabilités aussi. Avec le 2 fois script égale vul. Donc dans notre cas ici, on va faire un nmap-sc pour demander à nmap de lancer des scripts par défaut. On va nous afficher les ports qui sont ouverts. Et aussi -sv pour nous donner la version de ce port là en question. On va patienter. Ok, donc le scan est terminé et on voit que on a sur le on a 997 ports TCP qui sont fermés et on a le port 21 qui est ouvert. Et derrière ce port 21 là, le port 21 ici open, ça veut dire ouvert. Et derrière ce port 21 là, on a le service FTP qui tourne derrière. FTP pour File Transfer Protocol. Donc FTP, File Transfer Protocol, ça permet de transférer des fichiers d'un client à un serveur. C'est-à-dire, un client peut se connecter à partir du port 21, c'est-à-dire sur lequel se trouve le service FTP, sur un serveur, afin de pouvoir télécharger des fichiers à distance. Donc la version de ce FTP là, voilà, ça c'est le VSFTPD 3.03. Voilà. Et aussi on a le port 22 qui tourne derrière et qui est ouvert, derrière lequel tourne le service SSH. Et on a cette version là, OpenSSH 8.2.1 Ubuntu 4 Ubuntu 0.2. Et on a aussi le port 80 qui est ouvert, le port 80 derrière lequel tourne le service HTTP pour Hypertext Protocol. C'est le service qui est chargé de nous afficher les pages web HTTP. Et donc ce qu'on va faire avec ces informations, puisqu'on a une page web, on va essayer d'indexer, on va essayer de voir à quoi cette page là ressemble. Donc on va prendre l'adresse IP et on va entrer pour voir à quoi la page ressemble.
Eh bien, voilà la page en question. On a le dashboard du tableau de bord. Voilà ce qu'on voit. Et on va voir dans la partie sécurité snapshot. On a number of packets, number of IP packets, en gros nombre de paquets, c'est nombre de paquets IP, nombre de paquets TCP et ici nombre de paquets UDP. Et ici on a un bouton download. Bon, on va cliquer dessus voir. Bon, on a un fichier .pcap. Généralement ce sont les fichiers Wireshark qui sont écrits de cette manière. Donc ça veut dire qu'on a pu télécharger un fichier Wireshark. Donc on va ouvrir ce fichier là avec Wireshark pour voir ce qu'il contient. Donc on voit que ce fichier là contient en source une adresse IP, en destination une autre adresse IP. Donc ici ce fichier là contient en destination l'adresse IP du serveur en question. Maintenant en source, bon, ça dit l'adresse IP de la machine sur laquelle nous sommes en train de mener notre test d'intrusion en destination. C'est ce qu'on a comme adresse IP. Maintenant en source, on a une adresse IP qu'on ne connaît pas. Et comme protocole de communication, on a TCP. On a une longueur de 68. Et dans les infos, on a un ACK. Voilà, un ACK pour accusé de réception. Un ACK, ça veut dire accusé de réception. Donc c'est tout ce qu'on a comme info. On descend, on vient voir s'il n'y a pas d'informations importantes ici. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Bon, on ferme ça. On vient dans la partie IP config. On recherche. Il n'y a rien ici. À part le nom à part l'adresse IP de notre machine, son masque, son adresse de broadcast, network statut. Il n'y a rien. Ok. D'accord. Mais une chose est sûre, c'est que dans ce métier-là, sinon pas dans ce métier seulement, dans tout type de métier, c'est que la première âme, c'est-à-dire pour un travailleur, ce sont ses yeux. Voilà, on doit avoir ce qu'on appelle l'œil du faucon. Et moi j'ai remarqué que quand on vient dans la partie sécurité snapshot, on voit dans l'URL ici le 1. On voit 1 ici. Donc moi je me demande, mais est-ce qu'il n'y a pas 2? Est-ce qu'il n'y a pas 3? Est-ce qu'il n'y a pas 4? Genre, je me demande, est-ce qu'il y a ça c'est pas une première page? Est-ce que si on met 2, on ne va pas tomber sur une deuxième page? Donc on va mettre 2 pour voir. Bon, on a mis 2. Rien n'a changé. On a mis 2, rien n'a changé. Mais avant, dans la partie number de les champs qui sont ici, on avait 1, 1, 1 et 0 ici. Donc on va mettre 0 pour voir. On voit que quand on met 0, dans la partie number, on a number of packets, c'est-à-dire nombre de paquets, on a 72 paquets. Nombre de paquets IP, on a 69. Nombre de paquets TCP, 69. Nombre de paquets UDP, 0. Donc, dans le champ 1, on avait 1, 1, 1, 1, 1 ici. Et dans le champ 0,
on a 72, 69, 69. En gros, si on veut comprendre, c'est-à-dire, ce sont des états dans lesquels le serveur se trouvait. C'est-à-dire, à l'étape 0, il a eu à avoir des communications avec certaines adresses IP, avec certains clients ou certains serveurs. Et tout ça a été stocké dans la partie data 0. Et dans le champ 1, il a eu à avoir certaines communications aussi. Et ça a été stocké dans la partie data 1. Et on n'a pas dans la partie data 2, on n'a rien trouvé. Donc ça veut dire qu'il n'a pas encore eu de communication, c'est-à-dire dans laquelle il va stocker, c'est-à-dire dans la partie data 2. Donc dans la partie data 1, on a regardé, on n'a pas eu d'informations intéressantes. Donc dans la partie data 0, on a beaucoup de paquets. Donc on va télécharger et on va aller voir, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut avoir comme information. Et ici, on a beaucoup de connexions. On a des connexions on a des connexions HTTP, TCP, HTTP. Et ici, on a un hack, on a un SYN hack. SYN pour synchronize, c'est-à-dire c'est une demande de connexion. D'abord, ça a commencé ici, c'est-à-dire cette machine-là a envoyé un SYN, c'est-à-dire elle a envoyé une demande de connexion à cette machine qui a cette adresse IP. Et la machine qui a l'adresse IP a envoyé un SYN hack, c'est-à-dire SYN pour demande de connexion aussi et hack pour accuser de réception. En gros, c'est-à-dire le premier il a envoyé une demande de connexion. Donc le deuxième, il envoie un hack pour dire, c'est-à-dire j'ai reçu ta requête. Et aussi il envoie un SYN pour dire moi aussi je te demande, moi aussi je te fais une demande de connexion. Donc on suppose que le premier c'est le client et le deuxième c'est le serveur. Donc la demande de connexion du premier, c'est une demande de connexion client-serveur. Maintenant la demande de connexion du deuxième, c'est une demande de connexion serveur-client. Voilà, donc une fois que cela est établi, pour que la connexion puisse s'établir, c'est-à-dire pour qu'ils puissent communiquer entre eux, le dernier, celui qui a fait la première demande, doit envoyer un hack pour accuser de réception, pour dire qu'il a bien et bien reçu la demande de connexion serveur-client avec qu'il a bel et bien reçu la demande de connexion serveur-client. Et après ça, la connexion est établie. Donc en gros, c'est ce qu'on a ici. C'est ce qu'on a ici, c'est ce qu'on a. Et ici, on a un fin hack. C'est-à-dire, en gros, la connexion, c'est-à-dire, il y a une arrêt de connexion. C'est-à-dire, puisqu'ils n'ont plus de paquets à s'échanger, ils n'ont plus de communication entre eux, alors la connexion prend fin. Alors, en gros, c'est de ça qu'il s'agit. Et quand on descend un peu, on voit qu'on a un autre protocole ici. On a le protocole FTP. Et on va voir qu'est-ce qu'on peut avoir, c'est-à-dire comme information. Et lorsqu'on descend un peu plus, on tombe sur un user. User pour utilisateur, Nathan. C'est-à-dire il y a un utilisateur, Nathan. Donc on suppose qu'il y a quelqu'un, comme on a dit, FTP, ça permet de pouvoir se connecter à partir du serveur FTP et pour faire quoi? Pour faire du transfert de fichiers à distance. Donc on suppose que Nathan, il a dû se connecter. Mais est-ce qu'on peut pas voir si on peut trouver son mot de passe ici? Donc on descend un peu plus bas, on voit un passe pour ça. Donc on suppose que ce mot de passe là, c'est le mot de passe de Nathan. On suppose que c'est le mot de passe de Nathan. Donc on va essayer de se connecter avec ces deux informations là qu'on a. Et si on réussit à se connecter avec ces informations là, c'est-à-dire en gros, cela sous-entendra que le protocole FTP n'est pas sécurisé. Voilà, cela sous-entendra que FTP n'est pas sécurisé. Parce que Nathan s'est connecté à partir de FTP. Et nous, après avoir capturé, c'est-à-dire ces logs-là, on a pu avoir les informations de Nathan en clair. Et c'est pas normal. Donc on va essayer de se connecter avec ces informations. Je vais copier. Je vais venir ici, dans la partie FTP. Voilà le password ici. Donc je vais copier le password. Je vais copier.
Donc je vais copier le password et je vais venir me connecter ici pour voir si je peux me connecter. Donc je vais faire un FTP suivi de l'adresse IP de la machine. 32.223. Donc on nous demande le username. Donc c'est un attend. Le password, je le colle, je fais entrer. Et je suis connecté comme ça sur la machine à partir du protocole FTP. Donc on va faire un ls, c'est-à-dire pour lister en gros les fichiers auxquels on a accès lorsqu'on est connecté avec cet utilisateur là. Donc on fait entrer et on voit qu'on a accès à un fichier user.txt, c'est-à-dire un fichier utilisateur.txt, c'est-à-dire c'est le fichier qui contient les utilisateurs. Donc puisqu'on ne veut pas ouvrir ce fichier là directement sur FTP, nous on va télécharger ce fichier là. On fait un get de user.txt et on fait entrer. Et on voit qu'on a réussi à pouvoir télécharger ce fichier là. Donc on fait un exit. On peut quitter maintenant. On peut quitter le serveur. Et on va faire le fichier, on va faire un ls pour lister. Et on va voir si on a le fichier ici. On a le fichier et on voit que le fichier se trouve ici. User.txt. Donc on va l'ouvrir. On fait un cat de user. User.txt. On fait un truc. Et en gros, c'est ce qu'on cherchait. C'est le flag qu'on cherchait. Et on a trouvé ce flag là. Voilà. Juste pour dire que le protocole FTP, il n'est pas sécurisé. C'est vrai que c'est le protocole utilisé pour faire le transfert des fichiers à distance. Mais l'utiliser seul, c'est pas sécurisé parce que si quelqu'un arrive, c'est-à-dire à pouvoir se mettre au milieu, c'est-à-dire faire l'attaque du man in the middle et qu'il arrive à intercepter vos informations, ces informations-là seront en clé. Ces informations-là ne seront pas chiffrées. Voilà. Pourtant, il faut que ces informations-là soient chiffrées, même si ce dernier-là il arrive à faire l'attaque du man in the middle, c'est-à-dire l'attaque de l'homme du milieu. Donc pour que ces informations-là puissent être chiffrées, il faut quoi? Il faut appliquer le protocole SSH. Il faut appliquer SSH sur FTP. Voilà, en gros, SSH va permettre de chiffrer, c'est-à-dire ces informations-là. Voilà, SSH permettra de chiffrer ces informations. Donc, c'est-à-dire toute personne qui utilise uniquement FTP, toute personne qui utilise uniquement FTP pour faire le transfert des fichiers, c'est mauvais. Et il y a plein d'entreprises, c'est-à-dire où les administrateurs utilisent que FTP pour faire le transfert des fichiers. C'est mauvais. Voilà, la bonne pratique c'est de faire quoi? C'est d'utiliser SFTP, c'est-à-dire le SSH appliqué au FTP. Voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui ça va, ça n'a pas été attaqué. Mais comme on le dit toujours, on ne dit pas pourquoi ils vont m'attaquer, non. On réfléchit en disant quand est-ce qu'ils vont m'attaquer. Voilà, parce que le hacker il ne cherche pas à savoir pourquoi. Lui il veut t'attaquer, il t'attaque. Il ne cherche pas à savoir pourquoi. Donc c'est de mettre des mesures de prévention en place. Voilà, ça dit se préparer. Comme ça, lorsque tu es attaqué, tu étais déjà préparé. Donc en gros, c'est à ça que la vidéo a servi. Donc comme on le dit, appliquer SFTP sur FTP et aussi chercher à savoir si la version qu'on a, c'est-à-dire du protocole FTP est à jour. Voilà, si c'est pas à jour, quelle version il faut télécharger et installer pour être à jour. Voilà, parce que si on a une version ici qui n'est pas à jour, il peut y avoir un CVE dessus, une vulnérabilité publique que les hackers puissent utiliser pour faire quoi? Pour compromettre notre système. Donc en gros, c'est à ça que la vidéo a servi. Et sur ce, nous nous disons à la prochaine.